Allez, on démarre. Donc, vendredi, on a commencé à étudier les systèmes quantiques élémentaires et on a fait apparaître un système qui se comportait de façon très étrange et qui semblait associer un espace vectoriel de dimension 2 pour l'espace des états. On a présenté l'expérience de Stern et Gerlach qui a vraiment eu un rôle historique majeur. S'il vous plaît. Et on a commencé à essayer de resituer les résultats expérimentaux étranges qu'on a trouvés dans le cadre du formalisme quantique qu'on a développé depuis le départ. Alors, ce qu'on a observé, alors d'abord le Stern et Gerlach, je vous rappelle, je le note SG, c'est un instrument qui est conçu pour réagir de façon différente suivant l'orientation du moment magnétique associé à la particule qu'on observe. Donc on avait des atomes d'argent associés à un certain moment magnétique, en tout cas de façon classique, et le Stern et Gerlach consiste à produire un champ B inhomogène dans une certaine direction. Je vais le noter SG de U, le Stern et Gerlach, lorsque l'inhomogénéité à laquelle va réagir le moment magnétique est orientée dans la direction plus U. Et ce qu'on a vu, c'est que le comportement du système quantique qu'on étudie, en fait, il peut y avoir deux types de comportements possibles. Et c'est des comportements quantitatifs, c'est-à-dire ça correspond à une déflexion, en l'occurrence dans l'espace. Enfin, en fait, c'est l'apparition d'une force bien particulière. Normalement, la force est justement proportionnelle, je vais le noter ici, donc la force est proportionnelle à mu scalaire U, la composante de mu suivant U, fois une certaine je sais pas, je vais l'appeler grand K, enfin, je sais pas, grand A, une certaine valeur numérique qui dépend donc du gradient du champ B, et la force est dirigée suivant la direction U, en l'occurrence. Donc ça, c'est ce que réalise le Stern et Gerlach. Et donc, on a deux types de comportements quantitatifs. Deux types de comportements quantitatifs bien définis, on va dire. Enfin, même pas. Deux types de comportements quantitatifs. Le premier, comme si mu scalaire U était égal à plus mu 0, d'accord? Et le deuxième comportement possible, c'est comme si mu scalaire U était égal à moins mu 0. C'est-à-dire c'est le comportement qu'on obtiendrait si classiquement le moment magnétique de norme totale mu 0 avait été orienté suivant U ou suivant moins U, enfin, ou comme s'il valait moins mu 0 dans la direction U. Oui? En fait, j'avais une question par rapport à ça. Vous avez dit aussi qu'on avait un couple de forces pour tout mu placé dans un champ magnétique. On ne pourrait simplement pas dire qu'il va se refaire la rotation après aller dans la direction. Non, alors en fait, j'ai un peu zappé le calcul complet de cette force. En fait, le couple, si vous avez un champ régulier, enfin homogène, si vous avez un moment magnétique orienté avec enfin, s'il est directement orienté sur le champ, le couple est nul. S'il est orienté avec un autre angle, en fait, l'action du champ va être de faire précesser le moment magnétique autour de la direction du champ. Exactement de la même façon que lorsque vous faites tourner une toupie, vous lui donnez un moment cinétique propre, et l'action, si vous écrivez la relation fondamentale de la dynamique,
l'action du champ de pesanteur, qui se manifeste comme un couple, en fait, va faire précesser la toupie. Vous avez tous vu les toupies qui tournent comme ça. Et donc, l'action, en réalité, donc dans le Stern-Gerlach, c'est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai dit. Il y a un champ régulier qui fait précesser le moment magnétique, mais de telle sorte qu'en moyenne, la projection du moment magnétique sur l'axe en question est toujours la même. Et en revanche, la composante du moment magnétique sur les autres directions fait 0 en moyenne parce que ça précède très très vite. Et donc c'est la résultante de ces mouvements. Donc il y a un champ homogène dans une certaine direction et il y a aussi une inhomogénéité dans cette direction. Et le bilan global, c'est qu'il se manifeste une force qui est nulle sur toutes les directions sauf la direction en question et qui est proportionnelle à ça. Voilà. Donc j'aurais pu le montrer. Si vous voulez regarder la vidéo de l'an dernier, je l'avais fait un peu plus en détail, mais on n'a pas trop le temps de le refaire là. En tout cas, le résultat, c'est ça. Il y a une force qui s'exerce dans la direction de l'orientation du Stern-Gerlach, et cette force est directement proportionnelle à la composante du moment magnétique sur la direction en question. Et donc, ce qu'on observe, et ça c'est vraiment très important, on observe deux comportements différents, comme si mu était aligné suivant U, ou comme si mu était aligné suivant moins U, ou bien comme si... Enfin bon, bref. OK. Alors, oui, alors il y a deux comportements quantitatifs comme ceci, et ceci, quelle que soit la direction U, ce qui est vraiment troublant. Et on avait vu qu'il existait des états à comportement bien défini. Je vais remettre un comportement quantitatif bien défini. C'est-à-dire que quand le système est dans quand l'atome, puisque c'est ça notre système, quand l'atome d'argent est dans un de ces états, son comportement à travers le Stern-Gerlach orienté dans la direction U est parfaitement bien défini. Ce sera soit l'un, enfin, si son comportement c'est celui de plus mu 0, il va se comporter à coup sûr comme plus mu 0. Si son comportement c'est celui-là, il va se comporter à coup sûr comme moins mu 0. Comment on a vu ça? Simplement en mettant un premier Stern-Gerlach. Alors, j'ai pris la direction Z, enfin, la direction Z n'a rien de spécial dans l'espace, hein, je l'appelle Z, mais ce serait vrai pour n'importe quel U, je continue à l'appeler Z pour l'instant. Donc, j'observe deux types de comportements, celui-ci ou celui-là. Par contre, si j'ai observé celui-là, je peux recommencer à mettre un Stern-Gerlach orienté suivant Z, enfin, suivant UZ exactement. Je vais à coup sûr observer à nouveau plus mu 0. Et par contre, si je mets ici un nouveau Stern-Gerlach orienté dans la direction UZ, je vais à coup sûr obtenir moins mu 0. Donc voilà des comportements bien définis. Les états qui sortent ici, tous les atomes qui sont là, sont dans un état qui, du point de vue de la mesure de SG et de UZ, ont un comportement parfaitement bien défini. Et donc ça correspond dans le formalisme qu'on avait développé au fait que lorsque le système est dans un état comme ceci, l'état en question est associé à une valeur bien définie de la composante mu scalaire UZ ici, donc mu Z, mais mu scalaire U si c'était un autre U. Donc il y a une valeur bien définie de cette grandeur physique. Et donc, et pareil ici, donc ça fait donc plus mu 0. Et là, il y a une valeur bien définie de cette même grandeur physique qui est moins mu 0. Donc, on est en face d'un système pour lequel il existe des états à valeur bien définie. Et il y a deux valeurs bien définies possibles. Donc, dans le formalisme qu'on a introduit, ça correspond à un espace vectoriel de dimension au moins 2. Et on a vu que c'était en fait uniquement 2. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc, ceci est vrai pour UZ, ceci est vrai pour n'importe quelle direction, bien évidemment. Mais ce qu'on avait vu aussi, c'est que si maintenant je mesure une autre composante du moment
magnétique. Donc j'ai mesuré mu scalaire U. Ça m'a donné deux comportements bien définis, enfin des états correspondant à deux comportements bien définis que voici. Mais si maintenant je mesure mu scalaire V, c'est-à-dire j'oriente le Stern-Gerlach dans une autre direction, dans la direction V, eh bien à nouveau j'observe, donc je n'aurai pas un comportement bien défini. Si ici c'était par exemple mu Z et que j'ai trouvé plus mu 0, si ensuite je mesure mu X, un coup sur deux je vais avoir moins mu 0, un coup sur deux je vais avoir plus mu 0. Par conséquent, les états qui ont une valeur bien définie ici de mu scalaire U n'ont pas une valeur bien définie de mu scalaire V. Jamais. Sauf si V est égal à U, bien sûr, ou sauf si V est égal à moins U. Donc les états à valeur de mu scalaire U bien définis n'ont jamais une valeur de mu scalaire V bien définie. Si U n'est pas collinéaire à V. Ça, c'est vraiment très important. Et ça nous dit, toujours dans le formalisme qu'on avait développé, ça nous dit une chose très simple, c'est que l'observable mu scalaire U n'est pas compatible avec l'observable mu scalaire V. Il n'existe pas un seul état dans l'espace des états possibles de notre système qui a à la fois une valeur bien définie de mu scalaire U et une valeur bien définie de mu scalaire V. C'est très facile d'obtenir un état à valeur bien définie de mu scalaire U. Il suffit de mettre un Stern-Gerlach orienté dans la direction U, et à ce moment-là, quel que soit l'état initial, en tout cas à la sortie, ce sera soit plus mu 0 dans la direction U, soit moins mu 0 dans la direction U. À partir de ce moment-là, vous savez que vous avez des états à valeur bien définie dans la direction U. Comment vous le savez? Il suffit de remettre un Stern-Gerlach orienté dans la même direction après, vous obtiendrez toujours pareil. Donc c'est un état à valeur bien définie. Eh bien, si vous prenez un de ces états, n'importe lequel, maintenant si vous mesurez la direction V, eh bien vous aurez aléatoirement une certaine valeur, aléatoirement plus mu 0 ou moins mu 0, avec des probabilités qui dépendent de l'état en question, donc qui dépendent de la direction relative entre U et V. Donc, mais en tout cas, mu scalaire U, qui est une grandeur physique, et mu scalaire V sont des grandeurs physiques incompatibles. Sauf, si U n'est pas collinéaire à V, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Et on a donc, une fois qu'on sélectionne une valeur, un état à valeur bien définie pour une certaine direction, on voit qu'on peut obtenir pour une autre direction soit plus mu 0, soit moins mu 0. On voit donc bien que chaque état peut être exprimé comme une combinaison, enfin en tout cas, a une composante bien définie plus mu 0, bien définie moins mu 0, par rapport à n'importe quelle autre direction dans l'espace. Et donc, dans notre formalisme, ça veut dire que c'est une combinaison linéaire de l'un des deux vecteurs d'état ayant une valeur bien définie. Celui-ci, on l'avait noté plus mu 0 z ou plus z, celui-ci moins z. De manière générale, le vecteur d'état qui correspond à une valeur bien définie de mu scalaire U qui vaut plus mu 0, on avait décidé de le noter plus mu 0 indice U, ou plus simplement encore, juste pour simplifier la notation, plus indice U, c'est-à-dire c'est celui qui a une valeur plus mu 0 dans la direction U.
celui-là n'a pas une valeur bien définie dans n'importe quelle autre direction, c'est ce qu'on vient de dire ici. Et donc celui-là, on l'appelle, enfin on l'écrit moins U. Mais donc, chaque vecteur de l'espace des états, donc chaque état du système, est une combinaison linéaire de ces deux états-là pour n'importe quel U. C'est-à-dire que, quel que soit U, les deux vecteurs d'état plus dans la direction U et moins dans la direction U forment une base de l'espace des états. OK? Tout le monde voit, enfin, tout le monde a intégré cette particularité. Donc, il n'y a pas des états qui sont combinés, puis d'autres qui ne sont pas combinés. Il n'y a pas des états purs qui ont une valeur bien définie, et d'autres qui sont des états un peu bizarres, qui n'ont pas de valeur bien définie. Tous les états ont une valeur bien définie d'une composante du moment magnétique, de la composante correspondant à leur direction dans l'espace géométrique. Donc, lorsque vous écrivez par exemple plus x comme on l'avait fait égale, je vais y revenir, 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 moins z. Vous vous rappelez qu'on avait montré ça. Lorsque vous écrivez ça, on a l'impression que ça, c'est les vecteurs de base, c'est des vrais bons vecteurs bien gentils, bien normaux, qui ont une valeur bien définie de notre grandeur physique. On pourrait se dire, enfin, c'est surtout ce qu'il ne faut pas se dire, hein. On pourrait se dire, bah, ceux-là, c'est des états classiques, et celui-là, c'est un état quantique, un état qui est bizarre. Non, en fait, ils sont tous aussi bizarres les uns que les autres, et ils sont tous aussi classiques les uns que les autres. Cet état-là, qui se présente ici comme une combinaison linéaire de ces deux états de base, à valeur bien définie dans la direction Z, cet état-là a une valeur bien définie, mais dans la direction X, juste dans une autre direction. Donc à chaque direction dans l'espace, quel que soit U, vous avez effectivement deux états qui ont une valeur bien définie de la grandeur mu scalaire U. Mais du coup, ils n'ont pas de valeur bien définie de n'importe quelle autre grandeur physique mu scalaire V pour V différent. Okay ? Bien. Alors justement, à partir du moment où tous les vecteurs... qu'est-ce que je fais avec ça? Je redescends. Ouais. À partir du moment où à chaque direction dans l'espace correspond deux vecteurs, c'est-à-dire qui forment une base, d'accord, et qui ont une valeur bien définie pour cette grandeur-là, la question évidemment naturelle qui se pose, c'est quelle est la composante, enfin, comment se décomposent les autres vecteurs sur cette base-là. Mais vous voyez bien que vous pouvez choisir la base que vous voulez, a priori. Choisir une base, c'est choisir une direction privilégiée, voilà, c'est celle que vous prenez comme référence, mais la référence est complètement arbitraire. D'ailleurs, ce que j'ai appelé Z, voilà, bon, je peux l'appeler X aussi, je peux l'appeler U, peu importe. Hein. Donc, il y a deux questions qui se posent. C'est, alors, comment s'écrivent les différents états du système dans une base particulière. Et donc j'avais choisi plus Z moins Z, mais encore une fois, le Z en question est complètement arbitraire. Et puis il y a une autre question, en fait, à laquelle j'ai répondu, mais sans le démontrer. Je vous ai dit, tous les états correspondent à une valeur bien définie dans une certaine direction. Ça reste une question aujourd'hui, enfin à ce stade, au point où on en est. Donc, comment c'est, donc,
j'ai un vecteur phi quelconque, un vecteur d'état quelconque. Je dis qu'il s'écrit alpha plus z plus bêta moins z, d'accord? Voilà, avec alpha, bêta dans C. Et si je décide de normer l'état, je peux imposer qu'alpha 2 plus bêta 2 au module est égal à 1. Donc, j'ai un espace vectoriel de dimension 2, j'ai deux vecteurs de base, et n'importe quel vecteur peut s'écrire comme une combinaison de ces deux vecteurs-là. La deuxième question à laquelle j'ai répondu sans le démontrer, mais on va le faire, c'est est-ce que vraiment tous les états comme ça correspondent à une direction bien définie? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une direction pour lesquelles cet état-là, avec alpha et bêta qui sont ce qu'ils sont, mais quelconques, est-ce que cet état-là, est-ce qu'il y a une direction dans l'espace pour laquelle cet état-là a une valeur bien définie de la composante du moment magnétique? Existe-t-il une direction telle que... Existe-t-il U tel que ce phi-là, c'est en fait plus dans la direction U? Existe-t-il toujours, quel que soit, tous les états s'écrivent comme ça, d'accord? Est-ce qu'à chacun d'eux, il existe une direction telle qu'en fait, cet état-là, ce soit le vecteur plus dans la direction en question? Et du coup, quelle est-elle? Quelle est cette direction? Alors, on va donc répondre à cette question avant d'aborder celle-là de façon complètement générale. Et donc la réponse est oui, comme je vous l'ai dit, mais on va le voir. Je voudrais juste terminer ce qu'on avait commencé la dernière fois en essayant d'écrire plus x, c'est ce que je viens de rappeler d'ailleurs ici, là. On avait cherché à écrire plus x dans la base plus z moins z, puisqu'on avait vu qu'effectivement, lorsqu'on fait interagir un Stern-Gerlach orienté suivant z sur un système qui est dans cet état-là, c'est-à-dire qui a été sélectionné par une mesure de la composante x, quand on fait interagir le Stern-Gerlach dans la direction z là-dessus, on obtenait aléatoirement soit ça, soit ça. Donc ça prouve bien que c'est une combinaison des deux comportements, donc des deux états possibles. Et la question, c'était quelle est cette combinaison, c'est-à-dire quels sont les alpha et bêta dans le cas particulier de plus x. Et on avait trouvé, vous vous rappelez, simplement en disant que lorsqu'on mesure z, on obtient un coup sur 2 plus un coup sur 2 moins. Donc ça voulait dire que module de alpha carré, c'est 1,5. Module de bêta carré, c'est 1,5. Et puis on avait choisi, moyennant une normalisation globale, que alpha, en fait, il était réel. Donc alpha, c'est 1 sur racine de 2, ce qu'on avait obtenu. Et puis pour z, c'est pareil, on sait que module de bêta carré, c'est 1 sur racine de 2. Et donc c'était un 1 sur racine de 2 fois un e puissance iθ quelque chose moins z. Mais moyennant une redéfinition du vecteur moins z, on avait dit que cette phase, on pouvait l'absorber là-dedans. Et ça fait un nouveau vecteur moins z. Donc plutôt que de le noter moins z', je le laisse moins z. Donc on avait vu qu'on pouvait exprimer effectivement plus x comme ceci. Alors, l'autre question qu'on n'avait pas eu le temps de résoudre, c'est qu'en est-il de moins x? Le vecteur d'état qui a une valeur à laquelle correspond une valeur moins mu0 de la composante suivant x du moment magnétique, il s'écrit également comme ceci. Pour un certain alpha, un certain bêta, lesquels, alors, il suffit de faire l'expérience de Stern-Gerlach pour voir que lorsqu'on mesure la composante z, on trouve un coup sur 2 plus un coup sur 2 moins. Par conséquent, on a à nouveau module de alpha carré qui vaut 1,5 et module de bêta carré qui vaut 1,5. Je peux à nouveau décider que alpha est réel simplement s'il ne l'est pas, je multiplie par ce qu'il faut pour qu'il le soit, ça va pas, mais globalement, et ça ne va pas changer la nature de l'état. Donc je peux écrire 1 sur racine de 2 plus z
plus 1 sur racine de 2, e puissance i, je sais pas quoi, i θ, bon, enfin, i phi, i θ, i alpha, ce que vous voulez. Donc, disons que c'est un autre, θ', voilà. Ou θ indice x, enfin, ouais, θ', je sais pas, on s'en fiche. Moins z. Alors là, attention, je ne peux plus réabsorber e puissance i θ' dans le moins z, parce que ça y est, je l'ai fixé là, le moins z. J'ai déjà absorbé le θ de lui dans moins z. Donc maintenant, moins z est fixé, et donc il y a un certain angle là, bah, il est ce qu'il est, et bah, quel est-il? Alors, oui? Chut, s'il vous plaît. Oui? Oui, exactement. C'est ça l'idée. Voilà. La question, c'est est-ce que, quel que soit l'état, quelle que soit la combinaison linéaire de plus et de moins, il existe une direction où si je fais la mesure, à coup sûr, j'aurai le résultat plus mu 0. Ou moins mu 0 si je le mets dans l'autre sens. Mais... Et la réponse est oui. Mais on va voir. Alors, donc, je n'ai pas encore complètement déterminé le vecteur moins x puisque je ne connais pas θ'. Mais je peux connaître θ'. Comment? Ben, simplement en réalisant que plus x et moins x sont deux vecteurs d'état correspondant à des valeurs bien définies et différentes de la composante mu x, la composante de mu suivant x, suivant ux. Or, ce qu'on a vu, c'est que si vous aviez deux états à valeurs bien définies différentes, alors ils étaient orthogonaux. Plus exactement, on a construit le produit hermitien de telle sorte qu'il en soit ainsi, parce que c'est évidemment ce qui est pratique. Vous avez deux états qui sont parfaitement distingués vis-à-vis de mu x. Celui-là, à coup sûr, il vous donnera plus mu 0. Celui-là, à coup sûr, il vous donnera moins mu 0. Ils n'ont pas de composante l'un sur l'autre. D'accord ? Et donc, ce que je sais ici, c'est que si je fais le produit hermitien de plus x avec moins x, hein, ce qu'on avait noté plus x moins x comme ceci, hein, sous forme bracket, ça doit être égal à 0. Parce qu'il s'agit de deux états orthogonaux, ils correspondent à des valeurs propres différentes, des valeurs bien définies différentes. Alors donc, il me suffit d'écrire ça. Si je fais ça, scalaire ça, alors je vais le faire de façon un peu lente pour une fois. Donc, je prends le bras associé à ce quête-là. Ça me donne quoi? Ça me donne, à vous rappeler, vous transformez les quêtes en bras et vous changez les coefficients en leur complexe conjugué. Bon, là, les coefficients, ils sont réels. Donc, c'est 1 sur racine de 2 étoiles, c'est 1 sur racine de 2, plus z, plus 1 sur racine de 2 moins z. Et ça, ce bras-là, vous le faites agir sur le quête, celui-ci. Donc 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 e puissance i θ' moins z. Et ça fait combien? Bah, il suffit de développer, hein, évidemment, c'est linéaire. Donc j'ai ça appliqué à ça, plus, ça fait 1. Oui? Ok. Donc plus, ça fait 1. Donc 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine, fois 1 sur racine de 2, ça fait 1,5. Ensuite, j'ai plus, moins, mais plus scalaire moins, ça fait 0. D'accord? Moins scalaire plus, puisque c'est la même base ici, c'est deux vecteurs orthogonaux, ça fait 0. Et il me reste le moins ici, qui fait donc 1,5 de e puissance i θ', tout simplement. Et ça doit être égal à 0, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Par conséquent, eh bien, e puissance i θ' égale moins 1. Et si e puissance i θ' égale moins 1, eh bien, je peux donc réécrire le vecteur moins ici, le vecteur moins indice x. On n'a pas la lumière là-haut, là? Ah, c'est mieux, ça. Ah, voilà. Par conséquent, le vecteur moins indice x, c'est en fait 1 sur racine de 2 plus z
moins 1 sur racine de 2 moins z. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Simplement en analysant les résultats de l'expérience Stern-Gerlach avec les différentes probabilités d'avoir l'une ou l'autre des deux valeurs possibles, on a plus x et moins x comme ceci. Si on l'écrit dans la base, donc dans la base plus z moins z, on a plus x, c'est-à-dire celui qui a une valeur plus mu0 dans la direction x, qui s'écrit 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et on a moins x qui s'écrit 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. D'accord ? C'est peut-être plus agréable de l'écrire comme ça. N'importe quel multiple de ces vecteurs-là sont évidemment aussi des vecteurs propres associés à la même valeur propre, mais donc ils correspondent au même état physique. Oui ? Ouais. Non, parce que maintenant, si vous remesurez U, vous allez avoir un coup sur 2, enfin pas un coup sur 2, vous allez aléatoirement plus mu0 ou moins mu0. Oui. Ce phi-là, quel que soit alpha et bêta, ce que je dis et ce qu'on va voir, c'est qu'il existe un certain U tel que phi, ce soit le plus pour ce U-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur cet état-là, si vous mesurez la composante suivant U, vous allez trouver mu0. Mais si vous mesurez dans une autre direction maintenant, vous allez changer l'état. Vous allez trouver plus mu0 ou moins mu0, et maintenant l'état, si vous allez trouver plus mu0, maintenant l'état, ce sera plus mu0 dans la direction V. Ce sera plus ça. Et donc si maintenant vous remesurez dans la direction U, alors vous n'êtes pas du tout sûr d'obtenir plus mu0. Donc la mesure modifie l'état du système. Le résultat de la mesure porte le système dans l'état correspondant à ce qu'il a répondu. Alors, attends, là d'abord, oui. Non, on cherche le alpha et bêta qui correspond au vecteur moins dans la direction x. Et je me sers de ce que je sais pour déterminer ces valeurs-là. Première chose que je sais, c'est d'abord j'ai la liberté de prendre alpha réel si je veux. Ensuite, je sais que si je mesure z, enfin mu z, dans cet état-là, je trouve 1,5. Pardon, je trouve plus mu0 avec la probabilité 1,5. Et donc, je sais que modulo alpha carré, c'est 1,5. Et donc, si alpha est réel et que son carré vaut 1,5, alpha vaut 1 sur racine de 2. Et pareil, si je mesure la composante suivant z, une fois sur 2, donc avec une probabilité 1,5, je vais trouver moins mu0. Donc, je sais que module de bêta carré vaut 1,5. Donc, bêta s'écrit comme ça. Et c'est tout. Si je ne savais que ça, je ne peux pas déterminer θ', mais je sais autre chose. Je sais que cet état-là est orthogonal à celui-là. Par conséquent, il suffit que j'écrive que ça scalaire ça égale 0, et ça va me donner θ', c'est ce que j'ai fait. OK? Et là, oui? Je n'ai pas compris si, donc supposons qu'on a déjà résolu la deuxième question, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, donc on a fait la partie sur z et après une fois sur x pour avoir les deux signaux. Est-ce qu'on pourrait placer quelque chose qui pourrait reconverger sur z, ou si on place le Stern et Gerlach sur les deux
sur les deux grandes qui ont sorti, est-ce qu'elle va converger sur une seule, sur plus z, par exemple? Je ne comprends pas vraiment la question. Si vous avez observé plus mu0, vous avez en fait, donc si on oublie Copenhague maintenant, vous avez intriqué la composante plus mu0 avec l'instrument, avec le Sternegger-là, avec l'instrument de mesure, avec vous qui avez regardé le résultat éventuellement, avec tout ce que l'univers peut afficher comme état témoin du fait que la composante c'était mu0. Il y a ça, plus la même chose avec la composante moins mu0. Mais vous, à un moment, vous allez observer le système, et donc il va y avoir une composante, vous allez vous-même vous intriquer avec l'ensemble du système et de l'univers, et donc vous allez, vous allez constater l'une ou l'autre des deux branches uniquement. L'autre, elle n'a pas disparu, mais elle est sortie de votre constat et de votre possibilité de constat, donc c'est fini. Il n'y a pas moyen de reconverger les résultats. On aimerait bien, mais le problème c'est que c'est-à-dire il faudrait refaire converger, vous intriquer dans la composante plus, avec vous intriquer dans la composante moins. On ne sait pas faire ça. Mais peut-être un jour. On saura. Pas désespérer. Bien, alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc, on a écrit plus x et moins x dans la base des plus z et moins z. On peut faire pareil avec plus y et moins y. Donc, quid de plus dans la direction y et moins dans la direction y. Alors, on peut mener exactement la même étude. Plus dans la direction y, c'est un certain alpha plus dans la direction z, plus un certain bêta moins dans la direction z. Pas le même, hein, mais il n'y a pas 12 000 lettres dans l'alphabet, donc je reprends les mêmes. Avec un certain alpha et un certain bêta qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont dans C. Je peux, par une renormalisation globale de plus z, faire en sorte que module de alpha carré plus module de bêta carré égale 1 et faire en sorte que alpha soit réel. Je peux faire ça, donc je le fais. Et maintenant, je dis que la probabilité de mesurer plus quand je suis dans cet état-là, c'est 1,5. C'est-à-dire que plus z plus y, module au carré, enfin, c'est-à-dire alpha carré, c'est 1,5. Donc à nouveau, je peux prendre alpha égale 1 sur racine de 2, puisque je peux me débrouiller pour qu'il soit réel, et son carré vaut 1,5, donc je peux avoir ça. Donc je sais que plus y, exactement comme avant, s'écrit 1 sur racine de 2 plus z, plus, pareil, hein, j'ai module de bêta carré qui vaut 1,5. Et donc, il existe un certain phi maintenant, disons, tel que le plus y s'écrive comme ceci. Bon, mais que vaut phi? Alors, j'ai quoi à ma disposition? Alors, à ma disposition, j'ai le fait que, j'ai déjà exploité le fait que si je suis dans cet état-là, quand je mesure mu z, j'ai un coup sur 2 plus, un coup sur 2 moins. Mais je n'ai pas exploité ce qui se passait si je mesurais la direction x. Si je mesure le système, enfin la composante du moment magnétique dans la direction x, alors que je suis dans cet état-là, je vais trouver un coup sur 2 plus, un coup sur 2 moins. Par conséquent, je sais que plus x scalaire plus y égale, en tout cas module au carré, égale 1,5. D'accord? La composante de y suivant x au carré, c'est la probabilité de mesurer plus mu0x lorsqu'on est dans cet état-là, et c'est 1,5. Je pourrais écrire aussi avec moins, ce sera 1,5 aussi, évidemment, c'est l'autre. Enfin, c'est le complémentaire à 1. Alors, écrivons ça, parce que maintenant, j'ai plus x, il est là-haut.
Donc écrivons ce produit scalaire. Ça fait, alors, vous savez quoi, je vais le faire en composantes pour changer. Plus x, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ce serait étoile, hein, et plus y, c'est donc 1 sur racine de 2, et e puissance i phi sur racine de 2. Ça, c'est égal à... C'est égal... Donc, ça fait ça fois ça plus ça fois ça. Hein, donc, ça fait 1 demi plus 1 demi de puissance i phi. Eh bien, je sais que le module de ça au carré, c'est égal à 1 demi. Ben, ça va me donner phi. Enfin, en tout cas, à un signe près. Enfin, ça va me donner e puissance i phi à un signe près. Développons ça. Le module au carré de ce truc-là, c'est... Alors, 1,5 plus 1,5 de puissance i phi. Facteurs sont complexes conjugués, d'accord? Et donc, ça fait 1 quart plus 1 quart plus 1,5 de puissance i phi. Pardon, plus 1 quart de e puissance i phi. Donc, je vais mettre 1 quart. Bon, ouais, allez, trop tard. Plus 1 quart de puissance i phi plus 1 quart, alors là, vous ne voyez plus rien, désolé, de e puissance moins i phi. OK? Et donc, il manque toujours une ligne, c'est insupportable. Ouais. Quelle que soit la taille du tableau, il manque toujours une ligne. C'est un théorème, le théorème du professeur. C'est un comportement pas classique, c'est comme ça. Quelle que soit la taille du tableau, il manque une ligne. Alors, donc ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. Et ça fait 1 demi, facteur de e puissance i phi plus e puissance moins i phi sur 2. Et ça, si je ne m'abuse, c'est cosinus phi. Donc ça fait 1 demi, facteur de 1 plus cos phi. Et ça doit être égal à 1,5. Bon, bah donc cos phi égale 0. Et si cos phi égale 0, phi égale plus ou moins pi sur 2. Enfin, à 2 pi près, mais à 2 pi près, le puissance i phi reste lui. On va y venir. Elles sont pas loin. Oui? Pourquoi ça doit être 1,5? Pourquoi ça doit être 1,5? Parce que si je mesure... Si j'écris plus y dans la base des plus x moins x. Si je mesure mu x, la composante suivant x, dans cet état-là, je vais trouver plus mu 0 avec la proba alpha prime carré et moins mu 0 avec la proba bêta prime carré. D'accord? Alors l'expérience montre que je trouve 1,5. D'accord? Parce que c'est orthogonal aussi, enfin c'est exactement, c'est vrai par rapport à z, c'est vrai par rapport à x. Direction dans l'espace sont les mêmes. Donc je sais que alpha prime module au carré vaut 1,5. Mais que vaut alpha prime? Eh bien alpha prime, ce n'est rien d'autre que plus x plus y. Si vous faites plus x scalaire plus y, là, vous allez avoir alpha prime plus x, c'est-à-dire 1, plus bêta prime plus x moins x, c'est-à-dire 0. Donc en fait, la composante d'un vecteur dans son développement sur une base, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire avec le vecteur de base en question. Voilà pourquoi, effectivement, on peut écrire ça. OK? Voilà. Donc, tac, 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 tac. Phi égale plus ou moins pi sur 2. Et donc, je peux réécrire
je peux réécrire ça, voilà. Donc, ça veut dire que puissance phi vaut plus ou moins 1. Alors, vous voyez que j'ai le choix. Plus ou moins i, bien sûr, merci. Merci. Alors, c'est intéressant qu'on ait le choix. Et ça ne doit surtout pas nous choquer qu'on ait le choix. Parce qu'effectivement, j'ai dit que y, c'était la direction orthogonale à x et orthogonale à z. Mais il y en a deux. Celle-là ou celle-là. Mon x, y, z, ça peut être une base directe ou une base indirecte. Et donc, c'est normal que je trouve deux choix. Parce qu'en vrai, il y a deux choix. Une fois que j'ai défini x et z, y, il peut être par là ou par là. Et un des choix va correspondre à une base directe et l'autre à une base indirecte. Alors, celle qui correspond à une base directe, c'est celle où on a plus i. Mais je vais faire un commentaire tout de suite. Donc, plus y, finalement, c'est 1 sur racine de 2 plus z plus i sur racine de 2 moins z. Et donc, je peux écrire dans la base des plus z moins z, plus y comme le vecteur colonne qui a pour composante ceci, 1i fois 1 sur racine de 2, ça c'est juste pour la norme. Et maintenant, il me reste le dernier, moins y. Alors, même topo, je peux l'écrire comme ça, je peux me débrouiller pour que alpha soit réel, que l'état soit normé. Donc, pour le premier, je peux écrire ça. Et pour le deuxième, ça va être à nouveau un certain truc comme ça. Et je vais trouver à nouveau plus ou moins i. Mais je peux dire une autre chose, exactement comme je l'avais fait pour x. Je sais que ce vecteur-là doit être orthogonal à celui-là. Eh bien, vous pouvez vérifier tout de suite. Hein. Ce vecteur-là est bien orthogonal à celui du dessus. Si vous faites ça, scalaire ça, vous avez 1 sur racine de 2, facteur de 1, moins i carré, non, plus i carré, 1 de... Ah oui, je le fais explicitement, ce sera plus simple. Donc, si j'écris moins y plus y, ça c'est égal. Alors, le bras moins y, c'est 1 sur racine de 2. 1, attention, il faut prendre le complexe conjugué. I. Ah, merci. Plus. Merci. Et 1 sur racine de 2, 1 i. Et donc ça fait 1,5 de 1 fois 1 plus i fois i. Ça fait bien 0. Ce vecteur-là est bien orthogonal à celui-là. Et donc, effectivement, on avait le choix entre plus ou moins i ici. Et donc, on avait le choix entre celui-là ou celui-là. Donc, celui qui est plus y ou moins y, bah, c'est justement l'un ou l'autre. Ça dépend de l'orientation qu'on choisit pour y. Donc, c'est normal qu'on ait un choix à ce stade-là, puisqu'on n'a pas écrit que la base x, y, z était directe. Si on écrit qu'on choisit que x, y, z soit direct, c'est ce choix-là qu'on obtient. Si on prend une base indirecte, ce sera l'autre. Évidemment, l'un peut être l'autre. Ils ont les mêmes comportements, enfin c'est le même comportement vis-à-vis de la mesure des différentes composantes, puisque ça reste des vecteurs, des directions orthogonales. Enfin bref, c'est normal qu'on ait ce choix et c'est très agréable de trouver l'un et l'autre. Alors, une remarque ici importante sur la notion d'orthogonalité. La notion d'orthogonalité dans l'espace des états n'est pas la même que la notion d'orthogonalité dans l'espace géométrique. C'est-à-dire que deux vecteurs orthogonaux dans l'espace des états, plus z, plus y, moins y, plus z, moins z, plus u, moins u, quel que soit u,
ne correspondent pas à des plus mu 0 dans deux directions orthogonales de l'espace. En fait, deux vecteurs orthogonaux dans l'espace des états correspondent à deux directions, en fait à la même direction dans des sens opposés. C'est plus z, enfin plus mu 0 suivant z et moins mu 0 suivant z qui sont orthogonaux. Parce que ils correspondent à deux valeurs bien définies de la même observable. Et donc, deux valeurs bien définies différentes. Et donc, comme on l'a vu de manière très générale, si vous avez un opérateur auto-adjoint, avec deux valeurs propres, enfin avec deux valeurs propres différents, les vecteurs propres associés sont orthogonaux, toujours. Donc, si vous mesurez la composante du spin dans une direction, vous allez avoir deux comportements différents, 1 plus mu 0, 1 moins mu 0. Ces deux comportements différents correspondent à deux valeurs propres différentes, à deux valeurs bien définies différentes, et donc les états associés sont orthogonaux, bien qu'il s'agisse de la même direction dans l'espace. Donc attention, orthogonal dans l'espace des états, ça ne veut pas dire correspondre à des directions orthogonales dans l'espace. Là, il se trouve que l'espace des états, enfin les états bien définis des valeurs de mu scalaire U correspondent à une direction dans l'espace, mais il y a des tas d'autres grandeurs physiques qui ne sont pas associées à des directions dans l'espace. Donc il n'y a aucune raison que l'orthogonalité dans l'espace des états corresponde à une certaine orthogonalité dans un espace géométrique. Et de fait, ce n'est pas le cas. Donc. OK, donc on a exprimé plus x moins x, plus y moins y dans la base des plus z moins z. Évidemment, on peut maintenant écrire plus y plus z dans la base des plus x moins x, etc. On peut tourner comme on veut. Et on peut aussi choisir des directions aléatoires. Juste pour disons que c'est un petit exercice, écrivons plus z comme combinaison linéaire des plus x moins x. Plus x moins x, c'est ça. Donc, je le fais vite fait ici sur un coin de tableau. Plus x, c'est 1 sur racine de 2, plus z, plus 1 sur racine de 2, moins z. Et moins x, c'est 1 sur racine de 2, plus z, moins 1 sur racine de 2, moins z. Eh bien, il suffit de faire la somme de ces deux lignes-là pour obtenir 2 sur racine de 2 plus z égale plus x plus moins x. D'accord? Il suffit de faire la somme. Et ça, c'est racine de 2. Donc maintenant, je peux écrire plus z comme 1 sur racine de 2 plus x plus 1 sur racine de 2 moins x, par exemple. Mais bien sûr, vous pouvez exprimer n'importe lesquels en fonction de n'importe lesquels. Chaque paire de vecteurs à valeur bien définie, plus mu 0 ou moins mu 0 dans une direction donnée, est une base sur laquelle vous pouvez développer tous les autres états. OK? Donc ça, c'était vraiment un exemple. Et je pense que dans le TD, vous avez peut-être un exercice qui permet d'écrire plus U en fonction de plus V moins V. Donc vous aurez le truc complet. OK, alors maintenant, je voudrais m'attaquer à la deuxième question qui est importante. On sent bien qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour d'autres états, mais sait-on jamais. Alors, je vais renvoyer ça là-haut. Ah, mince. Bon, ok, c'est pas grave. Vous vous souvenez la question en question, si je puis dire.
Faudrait peut-être que je change de numéro, là, de paragraphe. On en est à combien? Ah ben non, attendez, je vais faire un grand 2. Je vais faire un grand 2. On va généraliser la chose, on va gagner un peu de temps. Grand 2. Quantum binary digit. C'est-à-dire un qubit. Nous allons voir ce qu'est un qubit. Vous avez tous entendu parler des qubits, j'espère. C'est-à-dire un quantum bit, un bit quantique. Alors, premièrement, on rappelle, bit classique. Qu'est-ce qu'un bit? C'est un binary digit aussi, c'est une contraction de binary digit, c'est-à-dire nombre binaire. C'est le support de la plus petite quantité d'informations possible et imaginable. C'est un système qui permet de distinguer ceci ou cela. Noir ou blanc, camion ou autobus, étoile ou téléphone portable, 1 ou 0, ce que vous voulez, nord ou sud, deux trucs, quels qu'ils soient. Vous faites une distinction entre les deux choses. Donc il y a deux états. Et donc, lorsque vous dites c'est celui-là plutôt que celui-là, vous avez donné une quantité d'information minimale. C'est le minimum que vous pouvez préciser sur un système, c'est dire qu'il est ceci plutôt que cela. Donc un bit, c'est un système qui permet d'encoder une information binaire, c'est-à-dire une distinction élémentaire. Entre ceci et cela. Alors en informatique, en général, on nomme 1 l'un des deux états et 0 l'autre état, parce que ça permet effectivement d'écrire l'information en termes de nombres binaires, c'est-à-dire nombres écrits dans la base 2, puisque tous les nombres écrits dans la base 2 s'écrivent avec une alternance de 0, de 1. Donc là, vous avez un premier bit, un deuxième bit, un troisième bit. Chacun peut être dans un ou l'autre des deux états possibles, 1 ou 0, mais vous pouvez l'appeler noir ou blanc si vous voulez, c'est pareil. Il y a deux états, et donc chaque bit est dans un état particulier, et en faisant ça, vous pouvez décrire, en mettant plusieurs bits les uns à côté des autres, enfin, en considérant un système composé de plusieurs bits, au lieu de distinguer juste entre deux états possibles pour un bit, si vous mettez deux bits, vous pouvez distinguer entre quatre états possibles, 1, 1, 1, 0, 0, 1 ou 0, 0. Si vous avez n bits, vous pouvez distinguer entre 2 puissance n états possibles. Et 2 puissance n, c'est très vite beaucoup. C'est exponentiel. Et par conséquent, vous pouvez, en fait, avec quelques bits, encoder énormément d'informations. C'est le principe de toute l'informatique binaire, etc. Bien. Donc ça, c'est un bit classique. Par définition, c'est un système pouvant se trouver dans deux états distincts. Alors, en tout cas, deux classes d'états. Si vous prenez une pièce de monnaie, elle peut être pile ou face. Évidemment, il y a plein de façons d'être pile, il y a plein de façons d'être face, mais vous ne gardez dans l'information du système que son caractère pile ou son caractère face, et donc vous distinguez deux états globaux du système, et ça vous donne un bit. Bien. Alors maintenant, en physique quantique, comme nous le savons maintenant, ce n'est pas possible qu'un système n'ait que deux états, puisque dès lors qu'il a deux états, il a en fait une infinité d'états qui sont toutes les combinaisons linéaires de ces deux états. Donc un bit en physique quantique, en vrai, bien évidemment, ça n'existe pas, par conséquence directe du principe de combinaison. Néanmoins, on peut considérer un système quantique élémentaire comme un système quantique qui n'aurait que
deux états à valeur bien définie d'une grandeur physique donnée, et pas 12, ni une infinité. Donc un système quantique élémentaire, ça ne peut pas être un système qui n'a que deux états, ça c'est impossible, mais c'est un système dont tous les états sont obtenus comme combinaison linéaire que de deux états. Il n'y a que deux dimensions dans l'espace, tout simplement. Donc, système quantique élémentaire. Donc, c'est un système tel que l'espace des états à deux dimensions. Voilà. Et donc, ce n'est pas un binary digit, ce n'est pas un nombre binaire, c'est un quantum binary digit, c'est un nombre binaire quantique, et ça s'appelle un qubit. Qu'est-ce qu'un qubit? C'est un système quantique élémentaire dont tous les états peuvent être obtenus comme combinaison linéaire de deux états particuliers. Alors, le choix de la base, on l'a vu juste avant, il peut être quelconque. Mais à chaque fois, si vous prenez deux états orthogonaux l'un à l'autre, correspondant à des valeurs bien définies différentes d'une même grandeur physique, vous pouvez écrire tous les autres comme combinaison de ces deux-là. Alors, système tel que l'espace des états à deux dimensions. OK, qubit, bah voilà, c'est ça un qubit, très bien. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez les noter 1 et 0. Et évidemment, tous les états possibles, il n'y a pas juste ces deux-là, il y a tous les états qui s'écriront sous la forme alpha 1 plus bêta 0. D'accord? Voilà donc, de façon abstraite. Après, comment on peut réaliser en pratique un qubit? On peut voir, il y a plein de façons de le faire. Mais peu importe, son espace des états aura cette structure-là. C'est un espace vectoriel à deux dimensions. Et je prends une base particulière, quelconque. Je l'appelle 1 et 0, why not? Je peux l'appeler encore une fois noir et blanc ou ce que vous voulez. Je l'appelle 1 et 0. C'est-à-dire que ce 1 n'a pas de valeur particulière, c'est juste l'un des états, et ça c'est l'autre état. Et l'ensemble des états s'écrit comme cette combinaison linéaire. Alors, maintenant voyons comment représenter ces états dans ce qu'on appelle la sphère de Bloch. Alors c'est très joli. Alors, troisièmement, représentation des états. Sphère de Bloch. Bon, on dit Bloch, on devrait dire Bloch, mais je dirais Bloch, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde en France. Donc, tous les états s'écrivent, comme je viens de le rappeler juste au-dessus, alpha 1 plus bêta 0. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le moment magnétique, là, je peux toujours me débrouiller pour normaliser l'état, hein, puisque si je divise cet état par racine de module de alpha carré plus module de bêta carré, j'obtiens un état qui représente le même état physique au sens où il donnera le même résultat, où il se comportera de la même façon, quel que soit l'environnement considéré. Donc je peux me débrouiller sans perte de généralité, comme on dit, sans perte de généralité. Je peux imposer module de alpha carré plus module de bêta carré égale 1 et alpha réel.
OK? Enfin, j'ai encore beaucoup de choix. Alpha peut être n'importe quoi. Oui. On peut prendre alpha réel positif. Vous avez raison. On peut le faire. Voilà, il suffit de multiplier par moins 1. Voilà. D'ailleurs, c'est bien, on va faire ça comme ça. Je suis d'accord. OK? Bien, alors, quand vous avez la somme de deux nombres qui fait 1, vous pouvez toujours écrire chacun des nombres, l'un comme le cosinus d'un angle et l'autre comme le sinus du même angle. D'accord? Donc, il existe un certain angle lambda. Alors, si on prend alpha dans R+, je vais pouvoir prendre alpha entre 0 et pi sur 2, tel que alpha égale cos lambda, et module de bêta égale sin lambda. OK? Là, j'ai toujours rien fait, enfin, sans aucune paire de généralité, je peux en fait écrire le vecteur phi comme étant cos lambda fois 1 plus, alors si le module de bêta c'est sin lambda, je peux écrire bêta comme sin lambda fois une certaine phase, comme on dit, c'est-à-dire un certain nombre complexe de modules 1. Et donc, voilà l'écriture sans perte de généralité. En vrai, c'est ça, c'est il existe lambda entre 0 et pi sur 2 et phi entre 0 et 2pi tel que. OK? Quel que soit l'état du qubit, il existe un certain lambda entre 0 et pi sur 2 et un certain phi entre 0 et 2pi, tel que phi égale ça. Alors maintenant, si vous permettez, je vais... Oui? Ah oui, oui. Ah, mais je vais l'appeler phi. Je vais appeler celui-là psi, alors. Ah bah d'ailleurs, il s'appelait psi. OK, maintenant il s'appelle psi. Vous allez voir tout de suite pourquoi je veux garder phi là. Par convention, mais évidemment ça n'a aucune importance, mais en fait c'est mieux. Donc si vous me le permettez maintenant, je vais écrire que lambda c'est θ sur 2 pour un certain θ non plus entre 0 et pi sur 2 du coup, mais entre 0 et pi. C'est-à-dire, je définis θ comme étant 2 lambda. Pourquoi? D'accord, mais pourquoi pas non plus. Hein. Donc, s'il existe un certain lambda là-dedans tel que ça, alors il existe un certain θ dans l'intervalle 0pi tel que psi, c'est en fait cos θ sur 2 1 plus sin θ sur 2 e puissance i phi 0. Et donc, il existe phi dans 0 de pi. Yes? Est-ce que c'est parce que maintenant on peut peut-être si Oui, c'est exactement ça. Donc, quel que soit l'état du système, du qubit, il existe un θ entre 0 et pi et un phi entre 0 et 2pi, tel qu'on est ça. OK. Donc, l'espace des états est isomorphe à l'espace des couples de valeurs θ et phi contenus dans cet intervalle-là. À chaque valeur de θ et de phi là-dedans, il existe un certain vecteur d'état, celui-là, et à chaque vecteur d'état, c'est ce qu'on vient de voir, il existe une certaine valeur de θ et de phi dans
dans ces intervalles-là, tels que psi, ce soit en fait ça. Donc il y a une correspondance biunivoque entre l'espace des états du système et l'ensemble des couples de valeurs θ, phi dans ces intervalles-là. Sauf que l'ensemble de ces couples de valeurs, on peut le représenter sur une sphère, parce que ça, c'est exactement les limites dans lesquelles varient les angles en coordonnées sphériques. Hein? Si vous voulez représenter un point en coordonnées sphériques, alors je trace un repère cartésien sous-jacent qui va nous servir à définir les angles. Tracez ici la sphère unité dans cet espace euclidien représenté de façon arbitraire, mais enfin, donc sphère unité, c'est-à-dire de rayon 1. Hein. Vous savez bien que vous pouvez représenter n'importe quel point sur la sphère par son angle zénital ici, θ, c'est-à-dire l'angle qu'il fait avec la direction UZ, et l'angle azimutal, phi, de sa projection sur le plan X ou Y. Bon, vous êtes habitué des coordonnées sphériques. Hein, vous avez X qui vaut sin θ cos phi, Y qui vaut sin θ sin phi, et Z qui vaut cos θ. Dans cette représentation-là, θ varie de 0 à 2π, à π, pardon, et phi varie de 0 à 2π. Donc, à chaque point sur cette sphère unité correspond un couple θ et phi, et donc correspond un vecteur d'état pour le qubit. Inversement, à chaque vecteur d'état pour le qubit, tac, 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 il existe θ et phi là-dedans, donc on peut lui associer un point sur cette sphère-là. Alors, cette sphère servant à représenter spatialement dans un espace à 3 dimensions, en fait à 2 dimensions, la surface d'une sphère, mais plongée dans un espace à 3 dimensions, cette sphère qui permet de représenter donc n'importe quel état du qubit visuellement par une direction sur la sphère, enfin par un point sur la sphère, s'appelle sphère de Bloch, en l'honneur de Monsieur Bloch. Bon. Et donc, cette sphère permet de représenter, en fait, l'espace des états, qui est un espace vectoriel abstrait. C'est l'espace, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de deux vecteurs, 1 et 0, que j'ai appelé 1 et 0. Et je peux choisir d'autres vecteurs de base. Enfin bon, c'est l'espace des états, il est ce qu'il est. Ça dépend du système en question. On verra pour un spin and me, en fait, c'est ça qu'on est en train d'étudier depuis le début sans le dire, mais cet espace des états correspond à les états de spin possibles. Pour un photon qui peut avoir deux états de polarisation, polarisé comme ça, ou bien comme ça, mais enfin qui a un espace vectoriel de polarisation à 2 dimensions seulement, de la même façon, l'espace des états est ce qu'il est, ça n'a rien à voir avec l'espace des états d'un spin and me. Ça n'a rien à voir, sauf qu'en fait, ils sont complètement isomorphes, puisqu'ils sont tous les deux des espaces vectoriels de dimension 2, et qu'à chaque état de l'un, on peut faire correspondre un état de l'autre.
D'accord? Ça n'a rien à voir d'un point de vue physique, mais ils ont la même structure, ils ont la même dimension, et donc on peut décider d'attribuer l'un à l'autre. Alors en fait, c'est exactement ce qu'on fait là. À chaque état de l'espace vectoriel des états d'un qubit de dimension 2, on associe un point sur une sphère, tout simplement parce qu'il y a une correspondance biunivoque entre l'ensemble des points sur une sphère, qui sont définis par un certain phi, un certain θ dans ces intervalles-là, et l'ensemble des états du système, qui eux aussi sont associés à une valeur bien définie de θ et de phi. Donc, comment j'ai écrit ça? Pas encore. Bon. Si. Non, on va rester dans le 3. Est-ce que j'ai besoin d'écrire ce que je viens de dire? Non, c'est bon? Ah, si, je vais dire, ouais. À chaque état de l'espace de Hilbert des états, je le note H, hein, H pour un qubit. À chaque état de H qubit correspond un point sur la sphère de Bloch. Enfin, c'est un point sur une sphère unité à 3 dimensions. Hein. Il y a pas, elle s'appelle sphère de Bloch, mais sur la sphère de Bloch. De Bloch. Félix Bloch n'était pas allemand, mais suisse. Enfin, suisse au début et puis américain un peu plus tard. Pour des raisons, hélas, communes à cette période de l'histoire. Donc, à chaque état de l'espace des états correspond un point sur la sphère de Bloch. Et, alors, voyons, oui. Oui, c'est la sphère unité. Ainsi, sinon, si vous laissez le rayon varier, vous avez une troisième variable. Non, peu importe. L'idée, c'est que à chaque état est associé 2 angles, donc une direction dans l'espace. Donc, vous pourriez dire à chaque état correspond une direction dans l'espace à 3D, mais cette direction, elle intercepte une sphère quelque part, et donc on associe à cette direction le point en question. Mais c'est pareil. À chaque direction correspond un point, enfin direction orientée, hein, parce qu'il y a le point à opposer, c'est la même direction mais pas le même sens. Enfin, donc direction, demi-direction, demi-droite. Oui, et vous pouvez prendre le R que vous voulez, peu importe. À chaque état correspond une direction dans l'espace. Voilà. Enfin, demi-direction dans l'espace. Je ne sais pas si ça se dit demi-direction, mais on se comprend. Ok, alors voyons. À chaque direction correspond quelle combinaison? Alors, on va représenter les différents états sur la sphère de Bloch. Alors, l'état 1, il correspond à quoi? Bah, allons-y, hein. L'état 1, c'est quand sin θ sur 2 vaut 0 et cos θ sur 2 vaut 1. Bah, parmi les nombres entre 0 et pi, le seul qui vérifie ça, c'est θ égale 0. Donc l'état 1, le voilà. Il est là, l'état 1. C'est le pôle nord, dans cette sphère imaginaire. L'état 0, où est-il? Bah, l'état 0, c'est cos θ sur 2 égale 0. Et sin θ sur 2 e puissance iφ égale 1. Eh bien ça nous dit que θ doit être entre 0 et pi. Ça nous dit en fait que θ égale pi. Et phi égale 0. Mais en fait, si θ égale pi, peu importe le phi, mais... Donc l'état 0, c'est le pôle sud, en fait. Donc vous voyez que les deux états
les deux états orthogonaux là qu'on a choisis, c'est le pôle sud et le pôle nord. Ils ne correspondent pas du tout à des directions orthogonales sur la sphère de bloc, mais il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Ils correspondent en fait à des directions opposées, c'est-à-dire à des points diamétralement opposés sur la sphère de bloc. Alors voyons maintenant la direction UX. Donc ça c'est UZ, ça c'est UX, ça c'est UY. La direction UX, on a dit qu'à chaque point sur cette sphère correspond à un état. Bon, ça m'intéresse de savoir ce point-là, hein, celui qui intersecte, où l'axe X intersecte la sphère, à quel état ça correspond? Bah, allons-y. Hein. Alors, UX, ça correspond à quel θ et quel phi? C'est θ égale pi sur 2 et phi égale 0. Hein. Bon, bah, je peux donc écrire l'état qui correspond à UX. Je pourrais presque le noter comme ça, why not? Allez, je le note comme ça. Alors, θ égale pi sur 2, ça fait cos de pi sur 4. Cos de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. D'accord? Et puis, sin de pi sur 4, 1 sur racine de 2, e puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc, plus 1 sur racine de 2, 0. Ah ah! Sympathique. La direction moins UX, pour voir. La direction moins UX, c'est θ égale pi sur 2 et phi égale pi. Je vais le noter moins UX. Et donc θ égale pi sur 2. Et là, e puissance i pi, c'est moins 1. Donc, moins 1 sur racine de 2, 0. Ça vous rappelle quelque chose, non? Et alors, vous voyez que ces deux vecteurs sont orthogonaux, en fait. Si vous faites ça scalaire ça, ça fait ça fois ça plus ça fois ça, ça fait 0. Donc, à nouveau, le vecteur, je vais les mettre en vert. Celui qui correspond à plus x et celui qui plus ux et celui qui correspond à moins ux sont orthogonaux. Ils sont diamétralement opposés sur la sphère de bloc et ils correspondent à des vecteurs orthogonaux dans l'espace des états. UY, alors UY, c'est à nouveau θ égale pi sur 2. Et phi égale pi sur 2 aussi. Et ça me donne, donc à nouveau, 1 sur racine de 2, 1. Et 1 sur racine de 2 fois e puissance i pi sur 2, c'est-à-dire i. Donc plus i sur racine de 2, 0. Et puis moins uy. Donc phi égale 3 pi sur 2, hein, parce que c'est entre 0 et 2 pi. Et donc e puissance i phi, c'est moins i cette fois, de sorte que le vecteur d'état du qubit associé à la direction moins uy dans la sphère de bloc n'est rien d'autre que celui-ci, cette combinaison particulière des vecteurs de base 1 et 0, 1 sur racine de 2, 1, moins i sur racine de 2, 0. C'est joli, non? Voilà, par convention, ils sont représentés comme ça. Voilà. Donc ici, on a plus ux, plus uy et moins uy ici. Et ces deux vecteurs sont bien orthogonaux. Donc vous voyez qu'à chaque direction correspond une certaine combinaison particulière des états de base. Et inversement, à chaque état,
chaque combinaison linéaire des deux états de base correspond à une direction sur la sphère de bloc. Alors prenons une direction arbitraire maintenant. Je vais prendre une direction U quelconque. Il me reste une couleur. Je vais prendre du jaune. Donc comment s'écrit le vecteur d'état correspondant sur la sphère de bloc à la direction U? Je vais le noter donc U comme ceci. Eh bien, la réponse est là. En fait, ça y est, il est déjà écrit. C'est celui-là. C'est pour ça que je voulais l'appeler phi, parce que c'est la coordonnée sphérique habituelle, mais évidemment, on peut changer. Et regardons le vecteur moins U maintenant. Le vecteur moins U, alors c'est intéressant. Le vecteur moins U, c'est quoi ses coordonnées θ phi? Si lui a pour coordonnées θ phi, moins U, il a en θ, c'est pi moins θ, non? Et en phi, c'est phi plus pi. OK? Alors, phi plus pi modulo de pi, faut que ça reste entre 0 et 2pi, mais ça ne changera pas le E puissance i phi. Donc, d'accord? Alors, allons-y. Donc, ça fait cos de pi moins θ sur 2. Ça, c'est la composante suivant 1. Plus sin de pi moins θ sur 2 E puissance I phi fois E puissance I pi. Ça, c'est la composante suivant 0. Ça, c'est cos de pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire sin de θ. Et ça, c'est donc sin de pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire cos de θ. Et ça, attention, E puissance I pi, c'est moins. Donc, en fait, c'est moins... θ sur 2, merci. Merci. Yes. C'est donc moins cos de θ sur 2, E puissance I phi 0. Donc, voilà le vecteur moins U. Et maintenant, on peut démontrer ce qu'on pressent de façon très insistante depuis tout à l'heure, à savoir que ce vecteur-là et celui-là sont orthogonaux, au sens de l'orthogonalité dans l'espace des états. En effet, si je fais moins U scalaire U, le bracket moins U, U, j'obtiens quoi? Alors, je vais écrire celui-là. Donc, ça fait, alors, sin θ sur 2, bras 1, moins cos θ sur 2, attention, on passe au complexe conjugué quand on passe au bras, E puissance moins I phi 0. Tout ça, je peux effacer ça, en fait, je l'ai encore là-bas. Appliqué au bras cos θ sur 2, au quête, pardon, cos θ sur 2, 1, plus sin θ sur 2, E puissance I phi 0. Et donc, ça fait 1 scalaire 1, ça fait 1. Donc, ça fait sin θ sur 2, cos θ sur 2. 1 scalaire 0, ça fait 0. 0 scalaire 1, ça fait 0. Il reste 0 scalaire 0 avec le signe moins. Moins cos θ sur 2, E puissance moins I phi fois sin θ sur 2, E puissance I phi, qui fait, comme il se doit, 0. On a donc bien deux vecteurs orthogonaux dans l'espace des états si on prend deux directions
opposés sur la sphère de bloc de direction quelconque. Alors je vois qu'il est l'heure, je vais juste donc conclure, on verra les représentations vecteurs colonnes et puis les matrices de Fermi vendredi. Je vais juste conclure en disant que en fait, ceci démontre la question 2 qu'on avait soulevée. La question c'était, ok, à chaque direction de l'espace, pour notre moment magnétique maintenant, hein, à chaque direction de l'espace, correspond une certaine combinaison linéaire des vecteurs de base, n'importe lesquels, plus z et moins z. La question était, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vecteurs dans l'espace des états que ceux qui ont une direction bien définie? D'accord? À chaque direction bien définie correspond une certaine combinaison linéaire, mais est-ce que la réciproque est vraie? Eh bien là, on voit que oui, puisque quel que soit le qubit, quel que soit le système élémentaire dont l'espace des états a 2 dimensions, toutes les combinaisons linéaires alpha 1 plus bêta 0 correspondent à une direction bien définie dans un espace, pas forcément le nôtre, peu importe, c'est abstrait, mais correspondent à une direction bien définie dans un espace 3D. Par conséquent, il n'y a pas plus d'états dans l'espace de Hilbert d'un qubit que de directions dans l'espace géométrique à 3 dimensions. Donc à chaque direction correspond une combinaison particulière, mais s'il y avait des combinaisons particulières qui correspondaient pas à une autre dimension, il faudrait un état supplémentaire, un état qui n'est pas déjà dans cela. Or, toutes les combinaisons linéaires sont associées à une direction. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et par conséquent, notre système atome d'argent avec son moment magnétique que l'on sonde avec le Stern et Gerlach n'a pas d'autres états pour ce qui concerne son moment magnétique. Évidemment, il peut être ici ou là, donc il y a différents états de position, par exemple. Mais pour ce qui est du moment magnétique, il n'y a pas d'autres états que les états correspondant à une valeur bien définie de la composante du moment magnétique dans une direction donnée. OK? Donc, il n'y a pas des états qui ont une direction bien définie, puis les autres non, qui sont des états bizarres, quantiques, alors que les autres seraient des états classiques. Non. Vous pouvez choisir la base que vous voulez pour décrire votre système quantique binaire. Tous les états se valent. Chaque état a une valeur bien définie par rapport à pour une grandeur physique bien définie, et n'en a pas pour toutes les autres grandeurs possibles et imaginables. Enfin, sauf des multiples ou des carrés de cet opérateur-là, mais d'accord. Enfin, sauf des fonctions de cet opérateur particulier, bien évidemment. Donc, il n'y a pas des états bizarres et des états pas bizarres. Ils sont tous bizarres ou tous pas bizarres. En fait, c'est des états quantiques standards, au sens où on peut les composer comme on veut. Et chaque état peut peut être l'un des éléments d'une base sur laquelle on va décomposer tous les autres tous les autres états du système. Bon, je m'arrête là. On continue vendredi et on fera peut-être déjà un peu d'intrication. À vendredi.